Connectés. Bonjour à tous. J'aimerais que Bonjour à chacun, tous. Bonjour à tous. ceux qui peuvent, je voudrais bien avoir vos retours déjà sur le chat, s'il vous plaît. Est-ce qu'on nous entend bien? Est-ce qu'on nous voit bien? Ok, ok. Bon, c'est parti. Super. Je vois que vous êtes très nombreux aujourd'hui. Bonjour à tous. On est ravis Bonjour à tous. d'échanger avec vous pour ce deuxième webinar. Alors, la thématique que l'on va aborder aujourd'hui en partenariat avec la mêlée, c'est il n'y a pas de pénurie de candidats dans l'IT. Je vais tout de suite présenter les choses. On va dérouler le PowerPoint, on va faire une petite présentation rapide. Et l'idée après, évidemment, c'est de bien échanger et avoir une approche interactive. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions tout au long du PowerPoint. On essaiera d'y répondre. Et surtout à la fin, bien entendu, timing, une heure de temps. Donc, à midi et demi, ben, vous pourrez tous aller prendre l'apéro et aller manger. Allez, je me présente rapidement. Augustin Valero. Je dirige le Florian Mansion Institut avec Loïc Loyer et Florian Mansion depuis maintenant quelques années. Donc, je suis un des associés du cabinet et je fais beaucoup de recrutement dans pas mal de fonctions et sur pas mal de secteurs d'activité. J'ai une présence aussi dans le monde économique, MEDEF, CCI. Voilà, donc, le cabinet est acteur dans le monde économique, évidemment, à travers de ces associés. Stéphane, à toi. Bonjour, donc je suis Stéphane Vidal, je suis consultant IT Innovation pour le cabinet Florian Mansion Institut. J'ai co-créé une ESN en 2007 et pendant 10 ans, j'ai co-dirigé cette société. Par la suite, j'ai évolué dans le monde des startups et puis depuis un an, je suis revenu sur du recrutement au sein du Florian Mansion Institut, donc dans le département vraiment IT Innovation. Juste une chose, Didier Lopez qui nous dit il n'y a pas de son. Tout le monde entend, je crois. Hein, je pense que oui. Ok. Bon. Je pense que Didier, tu as un souci de son. Désolé. Amandine Reynaud de la mêlée. Alors, on devait se voir physiquement aujourd'hui, je crois. C'était ça. Hein, c'est ça. Bonjour à tous. Merci d'être là aussi nombreux. Je vois qu'on est actuellement 91 sur le webinar. Effectivement, on aurait dû vous recevoir au village Baïséa, mais les circonstances en ont décidé autrement. Et nous sommes très heureux d'être parmi vous ce matin pour ce webinar. Alors, moi, je suis donc Amandine Reynaud, la responsable coordination de l'association La Mêlée sur Montpellier. Pour vous présenter rapidement La Mêlée, c'est une association qui a pour vocation de promouvoir les usages du numérique dans toute l'Occitanie. Donc concrètement, c'est un réseau de 600 adhérents et partenaires engagés sur les différentes thématiques du numérique. Nous travaillons sur 8 grandes thématiques à travers des groupes de travail que nous appelons commissions et qui gèrent l'organisation d'événements et de workshops thématiques. Nous avons notamment par rapport à l'emploi et à la commission emploi et formation l'événement phare qui s'appelle le JobSeek, donc le forum de l'emploi et des métiers du numérique qui se déroulera au mois de novembre chez MBS. Bon, celui-là, il se déroulera vraiment, je pense. D'ici là. Oui. On y compte bien. Merci Amandine. Alors, je vais attaquer tout de suite la présentation. Après un rappel, sachez que nous avons un mois de formation gratuite qui est proposé donc tout au long de ce mois jusqu'au. La prochaine, c'est la formation sur le management selon Napoléon. Elle a lieu le 31 à 11h30, mardi 31. Elle sera animée par Florian Mansion et Alain Pijard, donc les spécialistes en la question. Donc, je vais rapidement donner quelques éléments du cabinet, bien évidemment. Florian Mansion Institut, 44 ans d'activité dans les ressources humaines, très connu évidemment par l'activité de conseiller en recrutement, mais comme vous le voyez sur le slide, nous faisons de l'emplacement, de la formation, des bilans de compétences. Nous avons des coachs et évidemment, nous faisons du conseil RH, du conseil en organisation. Voilà. Je passe rapidement ce slide et puis on va attaquer tout de suite avec un panorama un petit peu de ce marché qui est tendu, hein, le marché dans l'IT. Stéphane, je vais te laisser me faire une petite intro et me parler de quelques chiffres peut-être. Tout à fait. Alors, on le voit, on a essayé de marquer les chiffres les plus parlants. On a aujourd'hui 100 000 offres d'emploi en IT qui sont à pallier. Donc, il y a plus d'offres que de demandes ou de profils.
Alors, si on peut faire la comparaison avec un marché qui est déjà tendu, qui est le marché des fonctions commerciales, on a 20 000 offres d'emploi qui sont ouvertes sur ces marchés-là. Donc, finalement, 5 fois plus sur l'IT, avec un phénomène qui s'accentue sur certaines niches, que ce soit la business intelligence, le big data, l'intelligence artificielle, où là, il y a encore plus d'écart. Hein. Donc, on a un rapport de force qui est complètement inversé, et maintenant, c'est le devoir du recruteur de s'adapter. Très bien. Alors, justement, pour revenir sur ce marché de l'emploi, tu nous as conçu une offre type que tu as l'habitude de rédiger. Alors, ce n'est pas comme ça que nous le faisons, nous, habituellement, mais elle exprime la demande que tu as très souvent de la part des recruteurs, c'est ça? Alors là, oui, tout à fait. On a essayé de mettre en place une offre type sur un poste de développeur web full stack PHP Symfony. Rien de très compliqué. Mais ce qui est compliqué, c'est que on recherche immédiatement. On doit avoir un bac plus 5, donc un niveau école d'ingénieur, avec un minimum de 3 ans d'expérience. Ben oui, je veux pas quelqu'un qui sorte de l'école, je veux quelqu'un qui soit autonome. J'ai besoin de quelqu'un qui soit aussi à l'aise sur le front, donc en CSS, que sur le back, avec un framework Symfony. Et tout ça dans un salaire qui est proposé entre 30 et 35K, parce que finalement, j'ai des équipes en place, et les gens qui ont été recrutés il y a quelques années étaient dans cette grille-là. Donc aujourd'hui, si je mets cette annonce-là, on va se rendre compte qu'il n'y a pas de profil en fait. Amandine, tu confirmes, c'est ce genre d'annonce que tu vois sortir également? C'est le genre d'annonce que je vois régulièrement et que je reçois régulièrement. Et très franchement, je ne sais pas quoi y répondre puisque je sais à quel point le marché est saturé et à quel point une annonce comme ça ne suffit pas à elle-même pour trouver le bon candidat. Ou en tout cas susciter son intérêt. J'imagine que le public qui suit notre présentation reconnaît cette type d'annonce. Alors, ce que l'on va vous proposer aujourd'hui, c'est d'avoir une autre approche, en fait, hein, de ce marché du recrutement. Et pour cela, voilà, vous l'avez vu tous, ce qui est défini dans cette annonce, c'est le mouton à 5 pattes. Alors, il existe, hein, Stéphane, tu as vu, hein, j'en ai trouvé un quand même. Oui, tout à fait, le mouton à 5 pattes existe. Maintenant, il faut réfléchir. Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que c'est ce profil-là qui va m'intéresser? Et on va essayer de trouver des réflexions et des pistes sur finalement des profils qui vont être peut-être plus adaptés à mon entreprise. Alors, justement, parlons des profils. De manière générale, bien sûr, toutes thématiques confondues. Quel est le profil type d'un informaticien? Alors là, on a essayé de faire vraiment un profil type rapide. On se rend compte que 60% ont un bac plus 4 et que 60% ont moins de 10 ans d'expérience. Donc, peu d'années d'expérience. On a une grosse différence entre les hommes et les femmes, puisque 12% sont des femmes et 80% sont en CDI. Voilà, on a vraiment un marché qui est nouveau, avec des gens qui ont des profils complètement différents. Ok. Hop. Où est-ce qu'on les trouve? Il n'y a pas de surprise, on les trouve en région parisienne. On a trouvé ces deux images qui reflètent vraiment le marché aujourd'hui en France de l'informatique. Tout se passe à Paris, que ce soit les entreprises ou les développeurs. Et voilà, par exemple, en Occitanie, on a 8,3% des développeurs qui habitent dans la région. Ça fait peur, hein, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, le terrain de jeu local, il n'est pas énorme, hein, Amandine, 9% même pas. C'est pas terrible. Hein. Donc, ça veut dire que le marché est vraiment tendu. Je continue maintenant toujours sur cette thématique de marché tendu. Alors, on ne va pas vous faire peur, hein, on va vous aider après à réfléchir. Qu'est-ce qu'on voit, quelles sont les tendances en termes de comportement, justement, dans ce marché qui est très tendu, Stéphane? Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ce qu'on peut dire, c'est que ces nouvelles générations, et on appelle ces générations X ou Y, sont des générations vraiment digitales natives, et zapper est un réflexe. Quand nos parents faisaient toute une carrière dans une même entreprise, il y a 10 ans, on restait 7 à 8 ans. Ça ne dépasse pas les 2 voire 3 années dans la même entreprise.
Donc, on a vraiment des gens qui ont un autre mode de fonctionnement et une autre mentalité. Et on le retrouve en fait sur des candidats. Alors, on entend parler de candidats de diva. Oui, ça existe parce qu'aujourd'hui, les profils sont sur LinkedIn ou sur des job boards, ils sont sursollicités et c'est eux qui jouent le système des enchères. Il faut maintenant que le recruteur s'adapte à ces exigences, donc en termes d'horaire, en termes de salaire, en termes de télétravail. Voilà, on a basculé sur un candidat roi et un recruteur qui doit s'adapter vraiment. Alors, un terme intéressant, le ghosting. Alors, pour ceux qui connaissent les sites de rencontres, c'est une pratique courante, hein, c'est se faire poser un lapin. En quoi cela s'applique à l'entreprise? Alors, on le voit de plus en plus avec des candidats qui donnent finalement plus signe de vie, même après avoir signé un contrat pour un démarrage. Le jour du démarrage, on s'est tous fait planter par un candidat qui n'est pas venu le matin parce que les process de recrutement sont longs, les décisions sont longues, les candidats sont sursollicités, ils ont le choix. Donc, du jour au lendemain, ils vont décider qu'une autre mission est plus intéressante pour eux. Mais ce qu'on se rend compte aussi, c'est que l'entreprise a aussi fait partie de cette équation-là et l'entreprise ils jouent pas souvent le jeu. On se rend compte que 62% des candidats ne se reçoivent jamais de retour. Donc, il y a une image qui est quand même qui se dégrade, hein, une image de l'entreprise qui se dégrade et les candidats ne reçoivent pas de réponse. Pendant des années, en fait, les entreprises ont pris les candidats pour des Kleenex et on se rend compte que maintenant, les candidats prennent les entreprises aussi à leur propre jeu et voilà, ils leur répondent pas et ils font leur vie à côté. On va vous donner quelques pistes tout à l'heure de réflexion pour aller vers un côté beaucoup plus positif. Toujours pour on va dire explorer ce panorama, hein, toujours du marché IT. Il y a d'autres sources de tension, Stéphane. Je te laisse vous présenter le cas des ESN. Oui, on s'est rendu compte, les statistiques le prouvent, hein, le turnover est important au sein des ESN. On a entre 15 et 20%. C'est 2 fois la moyenne des entreprises françaises. Et alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'on parle de départ volontaire. Hein. Ce sont des démissions, des ruptures conventionnelles et pas des licenciements. Donc, le monde est à l'envers. Mais pour l'entreprise, ce sont des politiques vraiment de stop and go et ça handicape l'activité de l'entreprise puisque on capitalise sur des ressources et ces ressources partent rapidement. Donc, c'est un problème pour l'entreprise. Amandine, chez vous, le turnover, c'est quelque chose dont vous parlez souvent également à la mêlée? C'est-à-dire, dans nos entreprises adhérentes, oui. Tu veux dire? Oui. Oui, effectivement, c'est vrai que, c'est un sujet qui est présent dans toutes les entreprises. Après, je dirais pas que c'est un sujet principal. Pas chez vous, ok. Très bien. Ouais, pas forcément. Alors, nous, ce que l'on voit aussi, alors je vois Stéphane Detré qui nous fait une remarque intéressante sur la marque employeur. Oui, on en parlera après, justement, par rapport aux pistes de réflexion, évidemment. Stéphane, on a également un nombre grandissant de freelance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un marché composé de salariés duquel certains sortent parce qu'ils préfèrent changer de statut. On le voit de plus en plus, hein, c'est le freelance, c'est d'être vraiment libre de ses choix en termes de mission, en termes de salaires qui sont plus avantageux. Et on voit une explosion de sociétés de portage. Les gens se mettent à leur compte aussi et ils veulent plus subir en fait le monde du travail dans l'entreprise. Ils veulent choisir eux-mêmes leurs orientations et leur carrière, leur avenir en fait. Hein. Et donc oui, pour l'entreprise, c'est une problématique parce que on peut pas intégrer des freelances comme on veut intégrer des salariés en interne. Donc le monde du freelance est un gros concurrent finalement pour l'entreprise. D'ailleurs, si je peux juste rebondir sur les freelances, il y a déjà plusieurs consultants RH qui m'ont dit qu'en fait pour eux le marché allait s'atomiser et qu'en fait demain on serait quasiment tous freelance. Quelle est votre réaction par rapport à ce propos? C'est une tendance que nous on observe alors évidemment dans vos métiers à vous, oui, parce que il est vraiment possible, le modèle économique fonctionne, hein, les gens gagnent bien leur vie. Je pense que peut-être que demain, on ira même plus loin. Et sur d'autres métiers, d'autres fonctions, d'autres secteurs d'activité, on va avoir
une augmentation des indépendants. Il y a déjà le statut d'auto-entrepreneur qui a mis un peu le premier pas dans ce phénomène, mais moi je suis certain que demain, peut-être que le statut de salarié même pourrait changer en fait, donc voire même disparaître. Ouais, je suis tout à fait de cet avis hein, par rapport au nombre de freelances qui ne cessent de croître et l'intérêt et l'attrait pour les candidats sur voilà, ce mode de fonctionnement en tant que soit salarié d'une société de portage, soit indépendant pur. Mais c'est vrai qu'on en voit de plus en plus et pour l'entreprise, c'est une problématique. Eh oui. Alors, j'ai des remarques hein, sur Didier qui nous dit baisse de productivité, Cathy qui nous parle également de cette problématique-là. Je sais que le freelance, voilà, c'est quelque chose qui vous inspire beaucoup. Et c'est vrai, c'est une réalité que l'on connaît aujourd'hui dans nos activités. Évidemment. Stéphane, tu as voulu nous parler aussi un peu du coût d'un recrutement parce que quand il y a échec, il y a coût. On le chiffre rarement, n'est-ce pas? Alors, on le chiffre rarement, mais des études le chiffrent pour nous et on est stupéfait de voir qu'un recrutement coûte très très cher à l'entreprise, entre 20 000 et 200 000 euros, parce qu'on va prendre en compte le coût de recrutement. Alors, ce sont les annonces, les cabinets extérieurs, les tests, le temps passé par les RH, les coûts administratifs. C'est aussi la rémunération, donc salaire, prime, mutuelle, et le coût de maintien du poste. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est combien coûte finalement un échec, hein, puisque on va recruter quelqu'un, et si c'est pour voir cette personne partir au bout de 3, 6 mois, 8 mois, c'est un gros coût pour l'entreprise. Et c'est à mettre encore une fois dans l'équation. Quand je vais recruter, est-ce que j'investis en amont ou est-ce que je vais perdre de l'argent finalement quand la personne va partir? J'ai quelques remarques sur le fait qu'on m'entend mal. Vous deux, ça a l'air d'aller. Est-ce que ça va mieux si je me rapproche de mon PC? Ok, super. Merci à tous pour votre aide. Merci beaucoup. Donc voilà, aujourd'hui, la difficulté, comme vous le voyez, c'est que lorsque je recrute, cela a un coût. Et 6 mois de formation d'un collaborateur avec un échec derrière, forcément, c'est 6 mois de salaire, mais c'est aussi des mois de formation perdus. Donc, le recrutement a vraiment un coût. Alors, se pose la question, est-ce qu'il existe ou pas ce profil? On parlait du mouton à 5 pattes, et je pense que pour répondre à cette question, on va commencer à travailler maintenant sur une formule que nous avons mis en place au sein du Florian Mention Institute depuis quelques années déjà, et qui nous sert d'ailleurs lorsque nous faisons des audits et des accompagnements. Cette formule scientifique, elle est inspirée de Einstein, vous le voyez évidemment, et elle s'appelle P égale CM au cube, c'est-à-dire qu'on parle de performance. Et nous affirmons qu'en matière de recrutement, la performance d'un collaborateur, d'une personne, d'un recrutement tout simplement, elle n'est pas en fonction de la compétence. Très souvent, on résume une offre d'emploi à une liste de compétences et de tâches effectuées. Eh bien, cette formule pour nous n'intègre pas seulement la compétence. Ce serait tout limité à la compétence du candidat. Et les fonctions finalement, bien évidemment, de sa compétence, en termes de savoir, en termes de savoir-faire, en termes de savoir-être, donc ce sont les éléments intrinsèques au candidat, mais c'est aussi en termes de moyens. Quand une entreprise donne des moyens à un collaborateur, ça ne peut pas être que des moyens financiers. On parle de moyens techniques, de moyens humains, de moyens organisationnels, c'est-à-dire que je mets en place des organisations pour bien accueillir mes collaborateurs. Et les fonctions, et là vous serez tous d'accord avec moi, du management, si j'ai des super profils et que mes managers sont des managers moyens, on va dire, il y a des fortes chances que je n'arrive pas à mobiliser mes équipes. Donc, attention à cela aussi. La stratégie managériale de l'entreprise est très très importante. Et puis enfin, les fonctions, et surtout de la motivation du collaborateur. Nous sommes d'accord. La motivation du collaborateur, elle va être mobilisée seulement si les autres éléments, c'est-à-dire les moyens et le management, sont en place. Donc voilà comment nous, on a une approche un peu spécifique du recrutement, ce qui nous sort simplement de cette liste à la Prévert dont un des commentateurs tout à l'heure évoquait. Alors, on va parler maintenant des pistes de réflexion. Comment est-ce que j'applique cette formule aujourd'hui?
Et si les offres d'emploi, c'est une question que je pose, étaient vraiment destinées aux candidats, d'après toi, Stéphane, qu'est-ce qu'ils chercheraient les candidats? Qu'est-ce qu'ils cherchent aujourd'hui? Alors, ils cherchent d'abord des projets intéressants. Hein. Ce sont des missions variées et surtout valorisantes. Le candidat aujourd'hui ou le collaborateur, il doit être valorisé dans son travail, dans son approche. Il doit également évoluer grâce à son employeur. La mise en place d'un projet de carrière et surtout, et ça on l'entend beaucoup en fait, des promesses tenues par les employeurs. On se rend compte que il y a des entretiens annuels ou de carrière et les promesses sont rarement tenues. Côté employeur, le candidat est là, est lassé et voilà, il y a un turnover qui se fait par un manque de confiance finalement avec son employeur. On parle des conditions de travail aussi, mais il n'y a pas que le salaire. Voilà, il y a la possibilité de faire du télétravail, une ambiance humaine, l'accueil, le parcours d'intégration, ce qu'on appelle l'onboarding. Tous ces éléments-là font que finalement le collaborateur se sente bien dans l'entreprise et souhaite rester et ne soit pas happé par finalement les sirènes et les appels extérieurs sur ses compétences. Alors j'ai également aussi des remarques, notamment sur la relation. C'est Jean-Michel qui nous dit il y a une relation entre la formule et l'augmentation de nombre de freelances. Je n'exclus pas les freelances. Hein. Pour moi, ils sont également, ils font partie du marché. Il faut travailler avec eux également aussi. Il y a de la place pour tous. Mais c'est vrai que pour moi, je suis plus dans une réflexion intégration d'un salarié au sens classique du terme. Alors, on va travailler sur quelques pistes aussi pour justement être plus attractif. Le management collaboratif, Stéphane, ça fait partie des choses importantes. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir, on parlait de la formule tout à l'heure, les petits chefs, c'est une réalité dans l'entreprise. Et il est clair qu'on doit miser sur des équipes managériales de bon niveau. Il faut aussi miser sur les jeunes. Vous avez vu les statistiques tout à l'heure. Il y a vraiment peu de personnes issues de l'alternance, de l'enseignement en alternance. Je crois que c'était moins de 7% des collaborateurs. Il faut, pourquoi pas, oser des profils seniors, des profils en reconversion. Stéphane, tu as eu le cas toi aussi, hein, sur… Oui, alors on a eu le cas et je crois que c'est Gaëtan qui mettait une remarque par rapport au niveau d'études. Évidemment, aujourd'hui, il y a un diktat sur ce bac plus 5, mais on se rend compte que finalement, dans nos métiers, dans ces métiers IT, on n'est pas obligé de partir sur des bacs plus 5. Et on a eu une expérience avec un client qui nous demandait une ressource sur Marseille, un bac plus 5, obligatoirement, avec des compétences très techniques, mais avec un salaire très bas. Et on lui a expliqué qu'on ne trouverait pas un bac plus 5 et qu'il fallait plutôt rechercher vers du bac plus 2, bac plus 3. Et il nous a dit non, par rapport à mes équipes, je ne peux pas intégrer un bac plus 3 avec des bacs plus 5. Donc pour nous, il y a vraiment un effort d'éducation du client pour que voilà, il soit aussi ouvert pour prendre des gens qui n'ont pas foncièrement et qui sont pas dans le moule, dans son moule, et à prendre des gens voilà qui ont peut-être moins d'années de formation, mais qui sont aussi performants. Alain nous disait tout à l'heure que miser sur des jeunes, c'était risqué. Alors, c'est risqué si on travaille sur du court terme, on est d'accord. Hein. Si on a inscrit une stratégie de recrutement qui nous permet d'intégrer des jeunes tout au long de l'année, d'intervenir dans les écoles, d'avoir un rôle actif pour attirer ces profils-là, démarrer par des stages et pourquoi pas par de l'alternance, on est d'accord, je ne suis pas en train de remplacer les problématiques à court terme, là, on est sur du long terme. Vous avez vu un terme très sympa, la kainothérapie, on a trouvé ça avec Stéphane. L'idée, c'est que dans votre façon d'approcher le recrutement, il va falloir maintenant se mettre à la place des candidats et tout faire pour permettre le bien-être, c'est un terme qui revient très souvent, dans l'entreprise. Le bien-être, pour moi, ce n'est pas simplement le baby-foot. Hein. Le baby-foot, c'est très sympa, mais c'est aussi qu'est-ce que je mets en place en termes de procédure pour accueillir mes candidats. Est-ce qu'il y a un parcours d'intégration? Est-ce qu'il y a un référent? Voilà, la kainothérapie, c'est travailler cette thématique-là et l'intégrer dans le processus de recrutement. Alors,
D'autres pistes, Stéphane, je te laisse développer, s'il te plaît. Oui, alors on parle de plus en plus, hein, un Great Place to Work avec des classements, un classement 2020 qui vient de sortir il y a quelques jours, où on est encore dans un nouveau phénomène où le collaborateur note l'entreprise. Les entreprises sont notées selon plusieurs critères et on se rend compte que dans le dernier palmarès, en fait, il y a 7 ESN qui se classent dans le top 10. Alors, on a des grosses ESN, hein, on a du Atos, on a du S2I, Capgemini, on a des éditeurs, mais aussi dans les entreprises entre 50 et 250 salariés, on a 5 entreprises, 5 ESN qui sont classées dans le top 10. Donc, les entreprises l'ont bien compris et les collaborateurs sont sensibles, en fait, et regardent énormément ces notations-là avant de signer dans une entreprise. On essaie de voir qui ils sont et est-ce qu'on s'y sent bien. Et ça marche parce qu'on s'est rendu compte, et les statistiques le disent, hein, on a 13% de turnover dans les entreprises qui sont considérées comme des Great Place to Work. Donc, il y a moins de turnover dans ces sociétés-là. Donc, vraiment, c'est important de miser sur le bien-être au travail et la relation avec le salarié. Tu parles de la page LinkedIn et Facebook également. Quel est le rôle de ces pages, en fait, dans la stratégie? Oui, on se rend compte qu'aujourd'hui, toutes les entreprises sont sur les réseaux sociaux, mais il y a être sur les réseaux sociaux et être actif. Je crois que parmi les personnes qui suivent le séminaire, il y a une ESN qui s'appelle Clanic, et ils ont en interne un community manager. Eux ont compris en fait l'importance de la relation avec l'extérieur. Donc, il faut faire vivre sa communauté. On relaye pas que des offres d'emploi, on fait aussi des communications sur des informations de l'entreprise, des mises en avant de collaborateurs via des interviews, des photos de soirée. En fait, on montre la vie de l'entreprise à l'extérieur. D'accord. Juste une petite remarque, Cathy, qui nous parle qui parle d'une forme de paternalisme. Alors, c'est pas tout à fait comme ça que je le vois. Je le vois plutôt comme un outil d'intégration, en fait, d'optimiser l'intégration d'un collaborateur. C'est-à-dire que le jour où la personne arrive, je prends un exemple, hein, il faut que toute l'équipe connaisse son nom, son prénom et soit prête à l'accueillir. Il faut que ce jour-là, son bureau soit prêt, son ordi soit prêt. Voilà, c'est ça que j'entends par se mettre à la place des candidats. Et comme le commande très justement votre collaborateur Loïc Douillère, ce qui est bien à l'intérieur se voit à l'extérieur. Ah oui, ça c'est très juste, Loïc, c'est vrai. Au sein de la mêlée, ça va être une thématique que vous évoquez régulièrement, évidemment. La cooptation, alors, c'est important aussi parce que ce terme-là, qui est quand même connu, on peut associer les collaborateurs aux procédures de recrutement. Et pour moi, coopter, c'est aussi c'est aider mon entreprise à s'améliorer. Et je dirais même qu'on pourrait instaurer une prime, hein, pour des personnes qui aident l'entreprise à recruter. Donc, je suis d'avis de donner une prime aux collaborateurs qui cooptent du moins. Oui, ça on voit beaucoup dans les grosses ESN, hein, où il y a des concours de cooptation avec des primes, des bonus, des cadeaux qui sont donnés aux collaborateurs. Dès qu'il y a une offre d'emploi, elle est d'abord relayée en interne et puis ensuite elle est relayée en externe. Donc, on mise beaucoup pour la cooptation. Ok, d'accord. Cathy, tu as raison. Le partenariat n'est pas négatif. On est bien d'accord. C'est une manière de manager, mais bien fait, c'est efficace également. Ok, je vais continuer donc. Alors, dernier point, ouvrir les profils. Ça, on l'a déjà dit, hein, il faut absolument s'ouvrir à des profils différents, parce que sinon, on reste sur un marché qui est très tendu, qui est celui d'emploi à court terme. Alors, avant de passer aux échanges, moi, vraiment, ce que je voulais vous faire passer comme idée, c'est qu'il ne faut pas subir le recrutement, et c'est ce que bien souvent les entreprises expriment lorsqu'elles nous appellent. J'ai besoin tout de suite de ce fameux profil Bac+4, et surtout pour demain, en fait. Hein. Et oui, parce que je subis un recrutement, parce que le temps que mes équipes sont en place, je ne me pose pas de questions, et voilà, pour moi, construire une stratégie de recrutement,
est aussi important que construire une stratégie commerciale. Cette stratégie intègre des actions à court terme et surtout à long terme. Évidemment, vous aurez un retour sur investissement, mais qui se fera sur la durée. Et encore une fois, un des éléments, c'est la formation des collaborateurs. Former, c'est miser sur des potentiels. C'est la possibilité pour un collaborateur de développer ce qu'on appelle l'employabilité, c'est-à-dire sa valeur ajoutée sur le marché du travail. Voilà un petit peu notre approche. Et bien évidemment, quand on parle de bien-être ou de kainothérapie, ce n'est pas au sens bisounours du terme, c'est vraiment comme stratégie d'intégration des candidats. Je vais vous laisser maintenant nous poser des questions, n'hésitez pas et on va essayer d'y répondre alors, tous les trois. Hein. Ouais. Je vois qu'il y a déjà une question sur les recrutements de responsables du bien-être au travail. Alors justement, quid de ces Chief Happiness Officers et autres responsables bien-être au travail? Stéphane, tu en as fait toi, je crois, de recrutement de ce type-là. Alors moi j'ai fait plus un community manager, mais c'est vrai que le Chief Happiness Manager, on peut penser que c'est un poste non valorisant, mais finalement c'est très important dans l'entreprise d'avoir quelqu'un qui soit et qui fasse le lien entre la direction et les collaborateurs. On se rend compte que c'est un maillon essentiel finalement maintenant dans l'entreprise. Il faut communiquer. Voilà. Et le Chief Happiness Manager est là pour faire remonter les informations à la direction, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, pour essayer d'avancer ensemble et d'être sur la même longueur. Moi, je suis pour, en fait. C'est des nouveaux métiers que je trouve super intéressants, qui vont forcément se professionnaliser, qui font partie de la stratégie justement d'intégration et là de développement interne dans l'entreprise. Oui, pour moi, c'est un nouveau métier, hein, on en parler de plus en plus, et je crois qu'on va en parler et en reparler de ces profils-là, bien sûr. Alors, d'autres questions que l'on va repérer. Alors, j'ai une question de Gaëtan sur les métiers qui recrutent en Occitanie, en fait, hein, les profils les plus recherchés. Stéphane, tu as quelques infos sur ce que tu vois, toi? Alors, oui, on voit quand même plus sur le métier du développement et de l'intégration, avec des langages de programmation qui tournent autour du PHP Java, avec évidemment trusté par les grosses ESN, donc les clients finaux qui sont consommateurs de ressources, que ce soit Groupama, La Poste, Orange. D'accord. Tous ces gens-là sont consommateurs de ces ressources-là. On a quand même moins sur une partie infra et la partie réseau. On en a quand même, mais on en a quand même moins. Je pense qu'on a 60% au moins de développement. Alors, merci. Alors, autre question d'Henri qui me semble intéressante, de la culture d'entreprise et de ses valeurs. Évidemment, une culture d'entreprise ne peut pas être un outil de communication marketing. Elle doit se vivre. Et on peut se faire accompagner dans une société pour justement émerger ces valeurs de l'entreprise qui vont être le socle du travail ensemble. Et clairement, la culture d'entreprise est très, très observée par les candidats. On parlait de classement d'entreprise. La seule chose, c'est qu'il faut savoir communiquer et il faut la mettre en œuvre. Donc, évidemment, la culture d'entreprise fait partie de ce qu'il faut travailler et fait partie de ce qu'on voit à l'extérieur. Elle doit se voir à l'extérieur aussi. Et notre point aussi que je vais peut-être évoquer rapidement, c'est quand on parle des soft skills. Souvent, beaucoup de recruteurs, il y a peut-être des recruteurs qui travaillent cette thématique-là. Il faut faire attention parce que recruter que par les soft skills peut être restrictif et peut faire peur en fait à certains collaborateurs qui ne sont pas portés sur la chose. Donc, il faut élargir sa palette de recrutement et ne pas être trop restrictif. Souvent, quand on utilise ce terme-là, le savoir-être, finalement, on l'a tous, mais il n'est pas simple à définir et surtout définir quel est le bon savoir-être pour mon entreprise. Il y a Stéphane qui nous dit capital de faire matcher les valeurs de l'entreprise et celles du candidat. Alors justement, comment identifier et, j'allais dire même vérifier les valeurs d'un candidat? Alors, on est clairement dans le savoir-être. Là, on est dans l'évaluation. Lorsque vous faites un entretien de recrutement,
il faut être capable de tester le savoir-faire et le savoir-être. Les valeurs d'un candidat, on va les explorer au travers d'un questionnaire qui concerne son parcours, sa manière de travailler avec ses équipes, ses préférences en termes de collaboration, de management, ses engagements extérieurs aussi. J'ai beaucoup je regarde beaucoup ces choses-là en fait. Hein. Est-ce que je m'engage au quotidien dans un club de sport, dans ma vie sociale? Les valeurs, elles font partie de ce qui vous, de ce vers quoi vous allez aller au quotidien et des goûts que vous allez exprimer en fait. Les outils sont évidemment l'entretien, les tests de personnalité aussi, également aussi, et évidemment les questionnaires sur ces thématiques-là. Alors, il y a une question de Yannick Jassin. Y a-t-il des changements de tendance offre-demande depuis le confinement? Oui. Alors, très clairement, les entreprises sont impactées. Aujourd'hui, on est plus dans la mise en place du télétravail et du fonctionnement de l'entreprise que sur du recrutement pour demain. Ça fait que une dizaine de jours qu'on est confiné. Je pense que on va voir maintenant de plus en plus d'entreprises qui vont penser à l'après, parce qu'il faut penser aussi à l'après. Mais les 15 premiers jours, ça a été très retenu finalement en termes d'offres et surtout, on ne sait pas quand on va recruter. Là, j'ai le cas avec un client où que ce soit le candidat qui, pour l'instant, n'ose pas démissionner parce qu'il ne sait pas est-ce qu'il pourra être intégré, et d'autre part l'entreprise qui lui dit je ne sais pas si je peux t'intégrer ou dans un mois, dans 3 mois. Donc là, c'est vraiment statut compliqué et pour l'instant, on attend de voir ce que ça va donner, mais l'avenir il faut prévoir Alors, en fait. Il faut prévoir moi je vous encourage justement par rapport à. Alors, c'est vrai que le marché se suspend en ce moment. Mais on peut quand même, et nous on le fait déjà sur pas mal de missions que nous avons actuellement au sein du cabinet, on peut avancer sur les recrutements. Les job boards sont en place, les cabinets sont en place. Vous pouvez très bien lancer des procédures, prenez le temps cette fois-ci de bien lire les CV, de mettre en place vos procédures de recrutement pour quand ça va reprendre. N'hésitez pas à vraiment structurer votre stratégie de recrutement pour être prêt le jour J, en fait. Hein. On a Skype qui nous permet, ou Hangout ou d'autres plateformes qui nous permettent d'effectuer les entretiens de très bonne qualité. C'est une période un peu particulière, donc prenons le temps de tout écrire, d'écrire noir sur blanc sur une feuille quelle est la stratégie pour mon entreprise en matière de recrutement aujourd'hui, vers quoi elle doit aller. Et vous verrez que déjà, rien qu'en prenant ce temps de réflexion, vous allez vous améliorer en matière de recrutement. Alors. Oui, Stéphane, les candidats sont plus disponibles en ce moment pour les entretiens. Oui, on le voit effectivement en télétravail, on arrive à faire des visios en journée avec des candidats. Ils arrivent toujours à se décaler et on arrive à faire des entretiens. Donc, on a le temps de préparer ce que disait Augustin. Hein, on a le temps de préparer aujourd'hui, que ce soit avec l'entreprise pour le futur recrutement ou avec le candidat. Il est maintenant disposé pour regarder s'il veut changer d'entreprise, pour regarder les offres d'emploi. Moi, j'aime bien ce que vient de dire Cathy. Hein. Prenez la plume, en effet. Alors, Véronique aussi nous repose la question sur comment trouver un candidat sur un marché tendu. Première chose, c'est ne pas dépendre à 100% de ce marché à court terme, bien entendu. Avoir une approche globale de communication dans laquelle vous allez intégrer donc les réseaux sociaux. Engagez-vous auprès des écoles, n'hésitez pas à intervenir, n'hésitez pas aussi à prendre des stagiaires, demander à vos collaborateurs de participer à cette stratégie de recrutement, pourquoi pas mettre en place des primes, hein, encore une fois, je vous le disais. Donc, c'est une approche globale, hein. L'attention, elle est seulement sur le marché de l'emploi classique, entre guillemets, c'est-à-dire les offres et demandes à court terme. Pour moi, la stratégie, elle doit se faire à long terme. Alors, on l'a vu, on accompagne un client qui recherche des profils développeurs.
sur lesquels on dit on est en période vraiment très tendue et un marché très tendu. Et ce qu'on fait avec lui, c'est qu'on lui recrute des profils juniors qu'il forme. Donc, il s'y prend en avance. Il ne va pas s'y prendre vraiment quand il a le besoin. Il va s'y prendre un peu en avance pour former la personne avec ses équipes. Donc, il incentive finalement ses équipes. Il les fait rentrer dans le process de recrutement pour les aider et pour aider les nouveaux arrivants à monter en compétences. Donc, on voit de plus en plus d'entreprises qui prennent le penchant et qui investissent avec les collaborateurs sur la montée en compétences de nouvelles ressources. Alors, très bonne remarque d'Olivier. En effet, il faut ouvrir les métiers IT au profit de la diversité, évidemment, et les grandes écoles du numérique. Clairement, quand je dis ouvrir le spectre, c'est aller chercher les compétences là où elles ne sont pas que sur les job boards ou sur les CVT. Alors, Christine mentionne, très bonne question, qui est le plus frileux, l'employeur ou le candidat? Mais je vais vous dire que je pense que actuellement, dans la période actuelle, c'est un petit peu les deux. Et le marché français a rendu l'employeur frileux, quand même, c'est vrai. Christine, vous qui étiez juge des prud'hommes, vous le savez, on a une problématique en France aujourd'hui de manière générale qui fait que, oui, l'employeur est devenu frileux et les tensions sont encore trop importantes. On a intérêt à évoluer côté employeur et côté candidat aujourd'hui avec les partenaires sociaux justement pour avoir une relation plus gagnant-gagnant. C'est ce qu'on dit souvent au sein du cabinet. Si l'entreprise réussit, le candidat réussit aussi et ça, c'est une bonne réflexion globale qu'il faut avoir. Ah oui, alors pour rebondir par rapport à la question, moi je mettrais quand même plus les employeurs sur le côté frileux. On se rend compte qu'on a de plus en plus de candidatures de gens. Je vais vous donner un exemple. Je cherche un développeur web. J'ai quelqu'un qui n'a jamais fait d'informatique qui postule. Et on en a de plus en plus des gens qui nous disent, écoutez, je suis motivé, je suis pas con et j'ai envie de venir chez vous et d'apprendre un nouveau métier. Donc les candidats sont de plus en plus demandeurs. Alors maintenant, c'est vrai qu'il y a un gros gap entre j'ai jamais fait de l'informatique et je cherche quelqu'un d'opérationnel plus ou moins en développement web, mais on a des gens qui tentent leur chance sur des métiers qu'ils ne connaissent pas du tout. Oui. Alors, j'ai aussi une remarque de la part de Martin Barrault concernant le fait, si dans cette période, le fait de contacter les candidats, ne risque-t-on pas de dégrader l'image de l'employeur? Moi, je pense qu'on a le temps de contacter et de communiquer aujourd'hui, de préparer nos futurs besoins. Donc, si vous contactez des candidats, vous aurez le temps, justement, aujourd'hui, d'échanger peut-être plus longuement que d'habitude et parfois d'être surpris par certaines personnalités, par certains profils. C'est ça l'intérêt, de prendre le temps de bien effectuer ces entretiens. Et voilà, n'hésitez pas à parler de projets, à être curieux sur les projets des candidats que vous avez en face. C'est là que vous pourrez peut-être en voir les valeurs, mais aussi les réelles compétences. Alors, les gamers, le sport. Ah oui, je sais pourquoi tu poses cette question, Claude. Parce que tu as un fils qui est là-dedans, je crois. Et oui, ce sont des super compétences. C'est les équipes qui s'entraînent comme une équipe de sport vraiment de haut niveau, qui savent s'isoler, définir une stratégie. Toutes ces nouvelles compétences vont arriver sur le marché assez rapidement, puisque c'est souvent des jeunes qui marchent avec des teams sur des jeux. Et, oui, ça, c'est des super exemples de stratégies à mettre en place. Et je sais, Claude, que ton fils est une star en la matière. Lauranie Evno de My Digital School qui nous dit oui, l'alternance est une excellente solution pour intégrer des juniors et les former dans l'entreprise. Effectivement, et n'hésitez pas à vous rapprocher de ces écoles, donc My Digital School qui va ouvrir sur Montpellier, WICEPSI également qui est présent parmi nous. Je partage complètement, c'est exactement, et de se dire que c'est une stratégie gagnante pour l'entreprise de faire cela. C'est pas simplement un acte sociétal. On recrute pour former, pour permettre à ces jeunes demain de nous apporter ce qu'on leur apportait en les formant. Et donc, évidemment, l'alternance dans plein de domaines. Moi, en tant que recruteur, je vois des jeunes collaborateurs
qui arrivent sur le marché avec déjà 2 ans, voire 3 ans d'alternance à l'entreprise, ben, ils arrivent formés en fait. Ils ont appris à apprendre, ils ont appris à s'intégrer. Par rapport à un jeune diplômé qui est très intéressant aussi, mais qui sort d'une école sans forcément la même expérience, je trouve que c'est très valorisant. C'est vrai aussi dans les écoles de commerce, dans les écoles d'ingénieurs. Voilà. Pour moi, l'alternance fait partie peut-être de la formation de demain, en fait. Et l'apprentissage, bien sûr. Et pour la reconversion, quels sont les retours d'expérience de vos clients et partenaires? Alors, pour la reconversion, on a 2 types de retours. Le premier retour qu'on a eu, c'est l'entreprise qui n'a pas le temps finalement de s'occuper de la personne, où on a eu un échec, hein, puisque on lui a reproché de ne pas être autonome, de ne pas être assez bon, de ne pas être assez rapide. Mais pour nous, l'entreprise y est pour beaucoup. Elle n'a pas pris le temps. On est dans une problématique où on ne pouvait pas former la personne. Donc ça s'est mal passé. Et j'ai une autre entreprise qui prend et qui fait confiance à des gens en reconversion, et ça se passe plutôt bien. Oui, pour eux, c'est de l'investissement, c'est du temps. Ils ont une personne qui accompagne ces gens-là, mais on se rend compte que ce sont des gens qui sont fidèles dans le temps. C'est des gens qui comprennent qu'on leur a donné leur chance, et ce sont c'est pas des divas, voilà. Et, alors, c'est important. il y a une remarque intéressante sur la situation de handicap, en fait, de la part d'Emmanuel et les personnes. Évidemment, alors je vais vous faire une remarque. On est tous ensemble aujourd'hui en train de travailler quelque part, hein, et je ne sais pas combien il y a d'handicapés parmi nous. Ça ne se voit pas, en fait. Donc, que ça se voit ou que ça ne se voit pas, les personnes en situation de handicap font partie du marché du travail. Il y a beaucoup d'entreprises qui l'affichent aujourd'hui, qu'il y a une volonté alors, d'une part d'ouverture, mais aussi aux personnes en situation de handicap, et pas que pour des raisons financières. Donc, bien évidemment, et encore plus dans l'informatique, nous sommes d'accord. Alors, qu'est-ce que je peux avoir comme remarque intéressante à communiquer avec vous? Le sourcing via les CVTech, oui, bien sûr, les candidats sont dans les CVTech et les outils sont nombreux et variés. Mon idée, c'est de vous faire comprendre qu'aujourd'hui, on a différents canaux pour attirer des candidats et que malheureusement, l'entreprise n'en utilise qu'un en général, c'est la diffusion d'une offre d'emploi et si possible gratuite. Donc, recruter, ça prend du temps, ça coûte de l'argent et ça doit être inscrit dans la stratégie de l'entreprise. Alors, tout à l'heure, quelqu'un disait qu'il y avait une super ambiance, qu'il y avait une très bonne culture d'entreprise chez Ricard. Ça me rappelle qu'il est 12h18, que c'est bientôt l'heure de l'apéro et qu'on va tous commencer à avoir faim. Si vous êtes d'accord, ben on va clore cette journée, cette session de formation. J'ai envie de vous remercier vraiment d'avoir joué le jeu, c'est super intéressant à faire. Et voilà, les amis, j'espère qu'on se retrouvera très rapidement, cette fois-ci mardi prochain autour de Napoléon. Ça sera un sujet intéressant à traiter aussi. Je vous remercie tous les deux d'avoir participé avec moi à cette visioconférence. C'était un grand plaisir. Merci à la mêlée et j'espère qu'on se verra la prochaine fois physiquement. Oui, il y en aura des prochaines fois. Donc, je pense que vous recevrez tous un mail avec les slides et également un lien sur notre visio. Donc, vous aurez la possibilité de revoir le live et de voir tous les diaporamas. Et voilà pour le mot de la fin. Bonne journée à tous, profitez de votre week-end, faites-en un vrai week-end et à très bientôt, surtout à mardi. Je ferme maintenant le webinaire. Bonne journée. Merci, bonne journée.